Bonjour! Dans le petit vidéo que je vous présente aujourd'hui, on va regarder l'évolution des modèles atomiques. Donc, comment est-ce qu'on en est venu à comprendre de quoi était constituée la matière? Donc, le premier personnage historique qui a développé son modèle de la matière, c'est notre ami Démocrite, qui est un philosophe grec qui a habité cette planète 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, lui, il a observé son environnement et à partir de ces observations-là, il a développé ses propres conclusions à propos de quoi est composée la matière. Alors, Démocrite, lui, il disait que la matière, elle était composée de petites particules indivisibles qu'il a appelées atomos, que nous on traduit aujourd'hui par le mot atome. Autre fait intéressant aussi, Démocrite, il disait qu'il y avait du vide dans la matière. C'est ce qui expliquait, par exemple, selon lui, pourquoi le plomb était plus lourd, par exemple, qu'une plume. Bon, le plomb, c'est qu'il y avait moins d'espace vide entre les petites particules indivisibles, c'est pour ça que c'était plus lourd. Donc, parce qu'il y avait du vide dans sa matière, on parlait à ce moment-là d'un modèle de matière discontinue. C'est-à-dire que si je sépare la matière, éventuellement, je vais tomber dans des régions où c'est dense, c'est là où il y a des atomes, et si je continue à séparer la matière un petit peu plus, bien, je vais tomber dans des endroits où il y a du vide. Donc ça, c'était le premier modèle qui nous parlait de la matière grâce à Démocrite. Malheureusement, le modèle de Démocrite ne restera pas dans les esprits très très longtemps parce qu'à la même époque, on avait un autre philosophe grec qui était un petit peu plus populaire, que vous connaissez sûrement. Il s'agit d'Aristote. Eh bien, lui aussi, en observant son milieu, il a développé sa propre théorie de quoi est composée la matière. Et Aristote était complètement à l'opposé de Démocrite. Donc, selon Aristote, la matière, elle était divisible à l'infini. C'est-à-dire que pour Aristote, si je prenais cette feuille de papier-là, je pourrais la déchirer en deux à l'infini. Il me resterait toujours de la matière à séparer. Aristote était contre l'idée aussi qu'il y avait du vide dans la matière. Pour lui, ça faisait pas de sens. Du vide dans la matière, pourtant, c'est quelque chose de solide. Comment est-ce qu'il peut y avoir du vide là-dedans? Donc, pour Aristote, la matière, elle était continue. Aristote a aussi développé sa théorie des quatre éléments. Donc, selon Aristote, toujours, on pouvait classer la matière dans quatre grandes catégories. L'air, la terre, le feu et l'eau. Donc, ça, c'était la théorie atomique de Aristote. Cette théorie-là va rester d'actualité pendant plus de 2000 ans. Ça va prendre 2000 ans avant que quelqu'un, un scientifique cette fois-ci, vienne brouiller les cartes et dire que Aristote était probablement dans le tort avec sa théorie atomique. Ce scientifique qui va venir mettre à mal la théorie d'Aristote, c'est M. John Dalton, un scientifique anglais. Donc là, on est rendu environ à la fin du 18e siècle. Donc, Dalton, contrairement à Démocrite et à Aristote, lui, il va faire des expériences pour arriver à développer sa théorie atomique. Donc, il ne va pas juste se baser sur des observations, il va vraiment faire des tests, des expériences. C'est pour ça que le modèle de Dalton, on l'appelle un modèle scientifique. Donc, lui, il va s'inspirer beaucoup du modèle de Démocrite pour établir sa propre théorie atomique. Donc, Dalton, lui, va dire, c'est vrai, la matière, elle est faite de petites particules indivisibles. Et ces particules-là, on va les appeler des atomes. Dalton va pousser un petit peu plus loin que Démocrite. Donc, Dalton va dire, les atomes des mêmes éléments sont identiques, alors que les atomes d'éléments différents ne se ressembleront pas. Par exemple, tous les atomes de plomb ont la même forme, ont la même taille. Tous les atomes d'or ont la même forme, ont la même taille. Mais si on compare un atome de plomb avec un atome d'or, eh bien, ils ne seront pas pareils. Ils n'auront pas la même forme, ils n'auront pas la même taille. Et Dalton rajoute à ça une quatrième conclusion aussi, c'est que quand on fait réagir des éléments ensemble, eh bien, les atomes peuvent se recombiner d'une différente façon pour créer de nouvelles substances. Le modèle de Dalton, on l'appelle souvent le modèle de boule de billard. Ceux qui jouent au billard ou au pool, vous remarquerez qu'il y a différents types de boules. Donc, il y a les grosses boules, il y a les petites boules. Et puis, elles ont des couleurs différentes. Donc, c'est comme si les boules représentaient des atomes dans ce cas-ci.
Après Dalton va venir un autre scientifique anglais, M. Thomson. Et lui va regarder le modèle de Dalton puis va dire « Ouais, ok, c'est beau, mais avec ce modèle-là, je ne suis pas capable d'expliquer les phénomènes électriques liés à la matière. Donc, ça veut dire que le modèle, il y a des lacunes, il manque quelque chose. » Donc, il va faire une expérience, c'est l'expérience avec son rayon cathodique, qui est en fait un long tube dans lequel il va faire parcourir un courant électrique et il va regarder ce qui se passe. Et grâce à cette expérience-là, il va découvrir une particule subatomique qui est l'électron. Donc lui, il va dire, OK, l'atome, c'est ma grosse boule, mais à l'intérieur de l'atome, je retrouve une particule encore plus petite que je vais appeler l'électron. Cette particule-là, elle est négative. Et comme l'atome doit être neutre, eh bien, le reste de l'atome est en quelque sorte une espèce de pâte positive dans laquelle va baigner les électrons. Donc ça, c'est le modèle de Thomson. On l'appelle souvent le modèle plum pudding ou le modèle biscuit aux pépites de chocolat, où on fait le lien entre les pépites de chocolat qui sont en quelque sorte les électrons et le reste du biscuit qui représente la pâte positive de l'atome. Après Thomson va venir un autre scientifique, M. Rutherford. Celui-ci, c'est un Néo-Zélandais. Et c'est en fait un ancien élève de Thomson. Lui va faire sa propre expérience, la fameuse expérience de la feuille d'or. Et grâce à cette expérience-là, il va arriver à tirer 3 conclusions qui vont venir préciser le modèle atomique de Thomson. Donc, les 3 conclusions de Rutherford suite à son expérience de la feuille d'or sont les suivantes. Premièrement, la majeure partie de la matière est composée de vide. Deuxièmement, la matière, elle est condensée dans un endroit très petit qu'on va appeler le noyau. Troisièmement, dans ce noyau-là, on retrouve des petites particules subatomiques qu'on va appeler des protons et ces particules subatomiques-là sont positives. Il va aussi ajouter que les électrons découverts par Thomson circulent dans l'atome tout autour de ce noyau positif-là. Donc ça, c'est le modèle de Rutherford. Mais le modèle de Rutherford, encore une fois, il n'est pas complet. Donc, on a un autre scientifique qui va venir ajouter son grain de sel, c'est Niels Bohr. Lui, il va se poser la question, OK, j'ai un noyau positif au centre, j'ai des électrons négatifs qui circulent autour, le moins attire le plus et vice-versa. Comment ça se fait que les électrons ne vont pas s'écraser pour se coller sur le noyau? Parce que normalement, ils devraient être attirés par les charges positives à l'intérieur du noyau. Comment ça se fait que ça n'arrive pas? Alors lui, il va faire d'autres expériences et il va développer son concept de couche électronique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un modèle atomique qui est lié au nom de Bohr. Donc, il n'y a pas le modèle atomique de Bohr, c'est le modèle atomique de Rutherford-Bohr. Parce que Bohr est d'accord avec la majorité des conclusions de Rutherford, il vient juste ajouter un élément supplémentaire, c'est couche électronique, pour donner finalement le modèle de Rutherford-Bohr, qui est le modèle qu'on utilise aujourd'hui en sciences. Donc, le modèle de Rutherford-Bohr, on a les mêmes conclusions que Rutherford, et on ajoute les couches électroniques qui dit que, donc, les électrons ne se promènent pas n'importe où autour du noyau, ils se promènent sur des couches électroniques qui font le tour du noyau. Ces couches électroniques-là sont associées à un niveau d'énergie. Donc, plus l'électron il est loin du noyau, plus il a de l'énergie. Plus l'électron il est proche du noyau, moins il a de l'énergie. Et l'électron, il peut décider de changer d'une couche électronique à l'autre. S'il veut aller d'une couche proche du noyau à une couche loin du noyau, il doit gagner de l'énergie. S'il veut aller d'une couche loin du noyau et arriver proche du noyau, il doit à ce moment-là perdre de l'énergie, habituellement sous forme de lumière. Et on a à ce moment-là le modèle de Rutherford-Bohr.